Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui puisque nous parlerons d'un homme. 10 janvier 2017, 10 janvier 2018, ça fait une année que cet homme, André Okombi Salissa, croupit à la digesté alors qu'il avait déjà à son compte 11 mois de cavale avant qu'il ne soit arrêté ce 10 janvier du côté de Brazzaville. On avait vu les images qui ont choqué certaines personnes, on a vu la suite que ça a donné, le scénario orchestré par le célèbre procureur Okongakala, André Okombi Salissa, menotté, présenté à la presse et aux Congolais alors qu'il a été un fervent défenseur de son pouvoir. Son seul tort aujourd'hui, c'est d'avoir été candidat contre Denis Sassou Nguesso. Son tort aussi, c'est d'avoir voulu que le Congo puisse respecter en fait sa constitution, celle qui lui donnait normalement à Denis Sassou Nguesso en fait un mandat, le dernier, mais toujours est-il qu'aujourd'hui la situation politique est tendue au Congo, la situation politique est très très compliquée, vous le suivez tous les jours, les choses bougent. En attendant, il y a toujours des hommes qui sont toujours en prison. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, c'est André Okombi Salissa. Avec mes invités, vous les découvrez au fur et à mesure. Monsieur André Agombe, bonjour. Bonjour. Merci. Donc, vous êtes le coordonnateur du collectif Ça Suffit. Jumali Senga, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle donc que vous êtes membre du PCT, dans un courant réformateur, s'il faut l'appeler ainsi. Non, c'est pas non, courant des frondeurs, si vous voulez bien. Frondeurs, oui, peut-être PCT, canal historique contre la ligne de PCT éléphant. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que si vous êtes là, c'est parce que André Okombi Salissa est toujours membre du PCT, qui doit être normalement dans ce canal historique à vos côtés. Alors, vous avez Jean-Didier Milébé, bonjour. Bonjour. Jean-Didier Milébé. Pendant que nous étions en deuxième cycle, nous avons voulu participer en principe à la conférence nationale souveraine, tous. Malheureusement, les attributions que les uns et les autres avaient en ce temps-là ne nous permettaient pas de pouvoir participer à la conférence nationale tous ensemble. Lui étant en troisième cycle, il pouvait se le permettre. Nous étions en deuxième cycle, nous étions astreints à des obligations académiques, donc nous n'avons pas été obligés, je n'ai pas été en capacité de participer à la conférence nationale. Mais il se passe que, après les études, nos chemins se sont quelque peu distanciés. Parce que lui, en rentrant, et à la suite de la conférence nationale, il a milité comme il le faisait dans le temps dans le PCT. Et moi, qui étais un électron libre pratiquement, j'avais rejoint l'UPADES. Et je voulais faire cette précision parce que vous constaterez que quelques années après, avec les événements que nous avons connus dans le pays, moi je me suis retrouvé à l'extérieur du pays, lui à l'intérieur en tant que ministre de la République. Et il a commencé à développer une ligne à l'intérieur du parti du PCT. Et cette ligne qu'il croyait être une nouvelle ligne qui pouvait apporter du changement dans la doctrine et même dans le comportement du PCT. Il n'a pas pu le faire et c'est passé que quelque temps, il est rentré en contradiction avec le parti et il s'est retrouvé ici en France. Nous avons organisé une conférence ici en France avec lui. Nous avons discuté et à la suite de cette discussion, j'avais pris un certain nombre d'engagements que je devais être à ses côtés et c'est ce qui avait fait que je puisse descendre à Brazzaville pour participer à la campagne avec lui. Et donc je suis allé à Brazzaville. Il y avait une campagne qui était correctement organisée puisque au niveau national, il avait une direction nationale de la campagne, il avait des directions régionales de la campagne, et il avait des équipes de campagne dans tous les districts de notre pays. Je crois que au-delà, en dehors du PCT qui était correctement structuré avec le MCDD un tout petit peu, la personne qui a pu avoir une campagne digne de ce nom, c'était effectivement le camarade Okombi Salissa qui... Il était bien membre du PCT, donc il était à la bonne école, hein. C'est bien normal qu'il soit aussi structuré. Et bien entendu, a eu des représentants dans tous les districts de notre pays, qui a battu campagne sur l'ensemble du territoire. Et vous êtes occupé de quel... Moi, j'étais précisément aux côtés des amis qui étaient dans la région de la Bouenza. D'accord. Avec pour directeur de campagne M. Mwandarako, qui était lui situé à Ludima, et moi j'étais du côté de Mouniosi, où j'ai battu campagne pour le compte du camarade Okombi Salissa. Alors, est-ce que la particularité d'Okombi Salissa par rapport aux autres, c'est que, contrairement à Kolela ou encore à Mounari ou à Boao,
Okomi Salissa s'est battu aux côtés de Sassou Nguesso afin que ce pouvoir revienne au PCT ou à Denis Sassou Nguesso. Est-ce que cela se sentait pendant la campagne? Est-ce qu'il y avait une pression particulière sur sa personne pendant sa campagne, ou bien il a pu faire sa campagne comme tous les candidats librement? Parce que je là aussi contre un autre camarade, donc ça fait une charge. Il faut dire les choses comme elles se présentent. Le camarade de Okomi Salissa n'a pas pu battre campagne normalement comme les autres. Parce qu'il avait un avion il pouvait avoir un avion et battre sa campagne normalement. Malheureusement, cet avion n'est pas arrivé à Brazzaville. Deuxième élément que je peux vous donner pour exemple, il devait faire un tour dans la région de la Bouenza. Parce que vous savez bien que dans la région de la Bouenza, il y a une partie Téké, une partie Bembe. Mais il n'a pas pu aller à Kingwe. Parce que le moment qui était retenu pour qu'il soit à Kingwe, ce moment-là a été récupéré pratiquement par le président de la République. Il avait prévu un meeting, et il se passe que le président de la République a organisé un meeting également à la même heure. Donc vous comprenez que lui, on ne tenait pas à ce qu'il ait une campagne normale. Alors Guy Mafimba, ce qui est intéressant quand on entend tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la conclusion de tout ça, c'est que Okomi Salissa est en prison. Alors certains, on a toujours le motif officiel, je veux dire atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, on va déjà évoquer le volet judiciaire. Les avocats, nous avons reçu sur Ziana TV, que ce soit Maître Boukounta ou encore Maître Lemenia, et tous ceux qui se battent aujourd'hui de ce côté. Finalement, le volet du judiciaire, on a aussi là l'impression qu'il y a des pesanteurs qui fassent en sorte qu'on n'avance pas. Oui, avant d'aborder le volet judiciaire, il y a aussi des éléments qu'il faut apporter dans le volet politique pour être un peu dans la continuité. On reviendra sur le volet politique. On reviendra. Oui, on reviendra sur le volet judiciaire, oui, vous avez discuté avec les avocats, vous avez eu un débat, enfin, une interview avec les avocats qui sont revenus. De quoi il s'agit? Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, soi-disant parce qu'on aurait trouvé des armes dans l'une des sorties d'armes de guerre. Je tiens déjà à vous dire, les avocats vous l'ont dit, que M. Okombi a été entendu une seule fois, depuis une année qu'il est en prison. Deuxièmement, M. Okombi est détenu à la DGST. Donc, ce qui revient à dire que le dossier n'a jamais été bouclé. Troisième élément qu'il faut souligner, M. Okombi est ministre. Donc, il relève d'une juridiction qui n'est pas la juridiction actuelle par rapport à ce dossier. Mais tout est-il que le dossier judiciaire est vide. Parce que lorsqu'on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, les gars, le pouvoir n'a pas su démontrer déjà que ces fameuses armes sont des armes retrouvées au domicile de M. Okomi Salissa. Parce qu'il y a eu une descente. Il y a eu une descente des juges ou des enquêteurs à ces fameux domiciles. Ils n'ont pas pu le démontrer. De deux, on vous l'a dit tout à l'heure, les fameux aveux ont été extorqués au défunt Gambou, son jeune frère, au prix des tortures. C'est un autre dossier dans le dossier. Quasiment l'assassinat de ce jeune frère. Et en cela, lorsque les avocats ont tenté en fait deux actions. La première action consistait à faire annuler toute la procédure. Parce que la démarche n'a pas été respectée. Mais on leur a donné raison au niveau de la Cour suprême. Et lorsqu'ils sont repartis avec les instructions de la Cour suprême, au niveau de la juridiction compétente, les gens ont rejeté la demande d'annulation de la procédure et de la libération de M. Okomi Salissa, sans démontrer, sans apporter les éléments de ce rejet. Ils doivent repartir encore au niveau de la Cour suprême pour faire annuler cette procédure. Donc au niveau de la procédure, déjà, il y a vice de procédure. Mais au niveau maintenant du mode opératoire, et là aussi, il se pose un problème. Mais tout est-il que, lorsqu'on écoute M. Sassou Nguesso, à la fin, lors de son discours sur l'état de la nation, quasiment dicter l'agenda judiciaire, c'est une preuve palpable de ce qu'il n'y a pas séparation de pouvoir, quoi qu'on dise dans ce pays. C'est-à-dire que c'est M. Sassou Nguesso dont M. Okomi Salissa est l'otage. En fait, de ce qu'il s'agit. M. Okomi Salissa est l'otage de M. Sassou Nguesso qui dicte l'agenda judiciaire. Donc nous sommes sur le volet judiciaire, c'est là qu'il s'agit. Et lorsqu'on reviendra dans le volet politique, vous comprendrez
le lien entre le volet politique et le volet judiciaire. L'objectif de M. Sassou était tout simplement de neutraliser M. Okombi Salissa, qui avait lancé une dissidence au sein du parti au pouvoir dans la perspective de l'alternance démocratique. Alors, qui se verra cette partie, je dirais, politique avec M. Diomaye Senga. Alors, Andrea Gombe, ce volet judiciaire, c'est un volet que vous suivez beaucoup, très très bien en plus, puisque vous avez des éléments. Pourquoi le cas Okombi pose-t-il problème? Alors on sait aussi que même pour les autres, quasiment, on est plus ou moins en fait dans le même environnement, hein, c'est-à-dire que tout est flou, les chefs sont les mêmes, mais bon, chacun de ces traits particuliers, certains, comme le colonel Picard qui est sorti, on ne sait pas trop comment vous appréciez en fait cet aspect judiciaire de ces situations de prisonniers politiques. Déjà, c'est la démonstration de l'arbitraire, et Maître Boukounta Diallo l'avait bien dit, on assistait au Congo au deuil du droit. Et la formule n'était pas simplement imagée, le droit a réellement été enterré au Congo. Parce que quand M. Okombi est arrêté, il est encore député siégeant. Et à ce titre, il bénéficie de l'immunité parlementaire comme tout député congolais. Et là, on assiste à une immense manœuvre au niveau du Parlement où ses anciens alliés siégeants, notamment M. Tati Mabiala et M. Kolela, s'abstiennent quasiment dans ce débat-là de prendre des positions claires pour défendre, non pas M. Salissa, mais le principe de l'immunité parlementaire, qui est un principe universel. Et même les députés PCT, avec qui il a siégé, refusent, parce qu'ils craignent quoi? La violence et l'arbitraire du pouvoir. Donc ils sont tous, comme on dit en français, le doigt sur la couture, et votent en fait la fin de l'existence de l'immunité parlementaire au Congo. Parce que le cas Salissa passera, mais il y a un précédent qui est créé. Donc en termes de jurisprudence, au Congo aujourd'hui, on peut attraper un député hors de tout règlement, hors de toute procédure, le jeter en prison et rétrospectivement, de manière antidatée, valider une procédure qui est déjà, comme on dit, scélérate. C'est une procédure qui est fausse. Et ainsi, lors de cette session qui était une session publique, pour cacher leur forfait, puisque les images de Télécongo étaient assez ambiguës, puisque la partie du vote n'a pas été correctement filmée, un jeune activiste, M. Chris Dongui, présent dans la salle, ayant filmé qui avait voté, qui n'avait pas voté correctement, se fait attraper et jeter en prison pour 5 mois, et avec destruction de son matériel. Donc il y avait volonté de cacher ce deuil, cet assassinat du droit congolais. Donc les parlementaires qui siègent ont assassiné le droit congolais. Et donc c'est vraiment la partie la plus difficile, c'est qu'ils savent la folie dans laquelle ils se sont lancés, ce chemin sans issue, et comme la honte faisant, ils sont incapables aujourd'hui de repartir en arrière parce qu'ils ont créé un précédent scélérat dans ce pays. Alors, il y a désormais un précédent en termes de déclaration, notamment c'est le Boukounta Diallo que vous citez, qu'il avait fait sur Zena TV, puisque nous l'avions à ce moment-là en direct de Brazzaville. Diomaye Senga, on est quand même habitué à entendre de la part de vos camarades du PCT comme quoi le Congo était une terre de droit. Or là, en entendant ici Guy Mafimba et Andrea Gombe, on se rend bien compte que ce droit a été enterré. Comment peut-on continuer en fait à dire le droit quand on voit l'arbitraire dans lequel le pays évolue, Diomaye Senga? Je suis certes membre du Parti congolais du travail, mais j'ai un devoir d'intellectuel. Le devoir d'intellectuel, c'est la probité morale et c'est la vertu. On doit tendre vers la vertu. Et quand on se veut un peu écrivain, en relatant dans son roman l'historique du Congo, donc on a une vue assez large. Alors, état de droit, on peut le proclamer sans pourtant l'être. Donc, depuis la chute du mur de Berlin, tout le monde a cru s'engouffrer, devenir des États démocratiques. Il y a un bel ouvrage qui a été écrit par un auteur, Lindenberg, je pense que un rappel à l'ordre. C'est pas parce que le mur de Berlin a chuté et qu'il y a des élections un peu partout dans les anciens pays de l'Union soviétique, en Afrique ou en Amérique latine, et tout à coup, il y a le droit. Non. Le droit, c'est le droit, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le droit à la liberté. Liberté. Voilà. Et il ne s'agit pas de se proclamer le Congo état de droit et qu'on n'applique pas le droit.
C'est ça. Il faudrait que dans les faits, que chaque citoyen vivant au Congo, étranger ou congolais, se sente libre et qu'il ne soit pas inquiété. Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens qui sont du nord au sud du Congo se sentent libres de parler, la liberté, de la libre circulation des hommes, des biens et des expressions? Je ne crois pas. Nous avons assez de facteurs, d'éléments qui démontrent que nous ne sommes pas dans un état de droit depuis le changement de la Constitution, depuis le viol de la Constitution, que le PCT que nous-mêmes avions créé en mettant bas la Constitution de 92 de la Conférence nationale. Voilà. Et que ça ne permet pas une respiration, l'alternance démocratique. Donc on ne peut pas... c'est dommage, on aurait bien voulu avoir d'autres camarades du PCT en face ici pour qu'on discute réellement de cela. Hein, nous sommes ici, c'est comme si on faisait le procès du PCT. Maintenant, le PCT est mis en veilleuse. Le comité central du Parti congolais du travail, les camarades ne sont pas responsables. Et ils ont démissionné vis-à-vis de leur mission pour faire un rappel à l'ordre au secrétariat permanent du comité central. La commission de contrôle et d'évaluation nationale devait faire un rappel à tous les camarades. Personne n'est au-dessus du parti. Nous sommes tous au sein du parti. Voilà pourquoi je dis que Okombi Salissa, étant membre du Parti congolais du travail, député du Parti congolais du travail, donc il y a un certain nombre de choses vis-à-vis du droit, vis-à-vis des statuts du Parti congolais du travail, qu'on ne devait pas enfreindre. Vous expliquez, on va aborder le volet politique, vous expliquez que vos camarades se soient assis sur tous ces principes en fait. Mais il y a un climat de terreur qui est un climat stalinien. Il faudrait se référer à l'histoire pour savoir que nous vivons un moment difficile. Aujourd'hui, le président de la République est totalement détaché du parti. Et ces décisions sont prises à lui seul et ceux avec qui il se confie. Est-ce que vous pensez que le camarade Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, avec son secrétariat, ont un poids sur le président de la République aujourd'hui? Non, il faut se tromper. Donc il faut se dire réellement les choses. Est-ce qu'on peut dire que la commission de contrôle dirigée par le président Nono, sénateur de son État, a la capacité de convoquer le camarade, je dis, en tant que camarade dans les termes du parti, camarade Denis Sassou Nguesso, nous sommes devant un crime économique. Nous sommes devant une situation que nous avons récusée sous le président Pascal Lissouba. Une situation que nous avons connue sous la JMNR, donc en 64. Donc, par rapport à cela, il n'y a pas un climat d'apaisement. Est-ce qu'ils peuvent convoquer les camarades? Non. Nous l'avons fait, paraît-il, sous Yombi, qui était droitier, liquidationniste et tout ça. Il y a eu un rappel à l'ordre. Mais on peut comparer les périodes. C'est pour dire que nous, si nous parlons à l'étranger, nous avons une certaine liberté que certains qui sont au Congo n'ont pas. Mais ils n'en pensent pas moins que nous. Voilà pourquoi nous prenons le courage, et nous l'avons dit, au mois de janvier, nous étions devant vos micros ici, c'était pas avec tous ces concitoyens qui étaient là, nous avons dit un certain nombre de choses qui restent valables. Il y a eu une petite avancée, mais pas du tout. La magistrature congolaise est aux ordres. Le président de la République devient lui-même le juge d'application des peines. Donc il peut décider de la sortie ou non de M. Makaya. La vraie fausse condamnation de M. Makaya a pris fin. La seule chose, dans un état de droit, c'est le juge d'application des peines qui dit, celui-là il sort. On entend la notion de garde à vue prolongée. C'est des terroristes pour bénéficier, pour subir cette situation, ce sort. Donc il y a un certain nombre de choses. Je vais prudemment parce que je ne suis pas juriste. Et je dis que tout homme politique, elle doit avoir une certaine notion de droit. Voilà pourquoi nous posons ces problèmes-là. Et nous posons, dans le cadre général de tous les prisonniers politiques, et de surcroît, l'occasion des 10 ans d'emprisonnement illégal du camarade Okombi Salissa. Un an plutôt, 10 ans. 10 ans, c'est Yombi. Oui, nous en avons sur la conscience, parce que nous étions jeunes, et nous avons participé.
et chacun de nous, historiquement, nous savons ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas répéter ces mêmes erreurs. Et nous devons l'éviter aux générations futures dont l'argent a été totalement dilapidé. Oui, donc pour ce titre anniversaire, par rapport à Okombi Salissa, vous disiez quelque chose? Alors pour ces 10 ans, Une année. oh là là, pour ces... oui, assez révélateur. C'est assez révélateur, c'est dans le subconscient. Pour cette année une année d'emprisonnement, comme l'a dit monsieur Parfait Kolela, il n'a pas sa place en prison, mais il aurait été préférable que monsieur Parfait Brice Kolela le dit un peu plus avant. Voilà. Hein, donc, on reviendra sur Parfait Kolela. Alors, Jean-Didier Milébit, quand on entend tout ça, on se dit qu'aujourd'hui, la crise, la partie judiciaire, on comprend très bien, les choses sont bloquées. Politiquement, on sent aussi qu'on a du mal à avancer. Okombi Salissa est patron d'un parti, une jeunesse, le CADD, qui aujourd'hui continue ses activités. Politiquement, a-t-il encore un avenir? Est-ce qu'on voit quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça? Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Le camarade d'Okombi est très jeune. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il a 57 ans aujourd'hui. Donc il a encore son avenir politique. Mieux, je crois que quand Guy Mafimba est intervenu, il vous a démontré que le dossier est vide, le dossier du camarade Okombi est vide. Et que le président de la République a fait une déclaration lors du message qu'il a adressé à la nation, disant que courant premier trimestre de l'année 2018, il faudrait que le procès s'ouvre. Nous attendons ce procès-là. Et ensuite, nous estimons que le camarade Okombi est suffisamment préparé pour traverser ces épreuves avec beaucoup de courage et reprendre une vie politique quand les conditions seront données. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que le volet judiciaire, puisque vous voulez faire le lien entre le volet judiciaire et le volet politique, est-ce que le volet judiciaire ne serait pas occulté en fait par le volet politique, puisqu'on sent bien aujourd'hui que la crise que vit le Congo, elle est économique, elle est sociale, elle est surtout politique. Parce que est-ce que demain, si on arrive à trouver une solution politique au Congo, ce serait normal que le volet judiciaire tombe? Oui, ou bien vous dites qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout? Non, tout simplement, le volet judiciaire est la continuité de la crise politique, en fait. Comme la crise du pôle est la continuité, la tragédie du pôle, on dira comme ça, est la continuité de la crise politique. Le nœud du problème est là, le péché originel est là, on reviendra toujours sur cela. Que ce soit la tragédie du pôle, on n'est pas là aujourd'hui pour cela, mais les questions des prisonniers politiques, ce sont les conséquences de la crise née du changement de la Constitution. Ce qui revient à dire que on ne dira pas que le volet judiciaire est bloqué. Non. Le volet judiciaire est dépendant, est dépendant de la volonté de M. Sassou Nguesso, qui se comporte, comme l'a dit M. Isaac Senga, comme un stalinien. Nous sommes dans un régime stalinien. Ce qui revient à dire que pour nous, et je prends même le pari de vous dire qu'il n'y aura jamais un procès au Congo. Pour la simple raison... C'est un pari risqué quand même. Oui, c'est un pari risqué. Mais je prends... quand même, il y a à peine... Vous savez que ce monsieur n'a pas de parole. Vous savez que ce monsieur n'a pas de parole. Je constate aujourd'hui qu'il y a des paroles... Oui, mais pourquoi je prends le pari? C'est pas par hasard. Parce que, comme tout bon stalinien, M. Sassou Nguesso sait pertinemment que donner la tribune à l'heure des réseaux sociaux, à un homme du système, qui connaît le système, qui sait ce qui s'est passé, ça sera pour lui, ça sera pour lui, son propre procès. Mais bien entendu, ça sera son propre procès. Ça sera véritablement son propre procès. Parce que M. Okombi va dire à M. Sassou une chose simple. Il lui dira, nous étions au boulevard des armées. Lorsque vous avez dit, vous nous avez demandé, nous, à l'époque, jeunes, lorsque la démocratie est violée, aucun citoyen ne peut l'accepter. Mais j'ai appliqué ce que vous avez demandé de faire. Et il va le démontrer, tribun qu'il est. Donc, je prends ce pari pour la simple raison que, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, il ne pourra pas, le déballage sera trop grand. Et si on bascule du côté du général Mokoko, ça sera encore pire. Bref, une manière de dire que
En fait, c'est du volet politique qu'il faut décrypter pour que nos concitoyens comprennent les enjeux. Et du volet politique, on comprendra une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la même configuration qu'avant la conférence nationale. Avant la conférence nationale, le monoparti, le système mono est quasiment essoufflé. Il y a eu une dynamique des forces républicaines, des forces vives républicaines, pour faire en sorte que le Congo, ça rime à la modernité politique. Nous sommes dans la même situation. Et lorsque les Okombi dont on parle aujourd'hui, et moi je suis très heureux qu'on puisse avoir ces tribunes-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cet homme, beaucoup ne le savent peut-être pas, avec tous les risques qu'il a eu à prendre, il n'a pas cédé aux sirènes du pouvoir pour garder les privilèges. Il n'a pas cédé aux sirènes ethnocentristes. Il faut le dire. Il n'a pas cédé aux sirènes ethnocentristes. C'était ça l'ambiance, parce que j'étais à Brazzaville. Avant la fameuse débat de changement ou pas de la Constitution, parce que nous étions dans la majorité présidentielle. Et au sein du PCT, M. Okombi, qui était le patron de la CADD, qui était quasiment la composante qui mobilisait le plus au niveau du PCT, lorsque nous nous retrouvons dans les réunions, il prenait ce risque de dire non. Ce que nous avons eu à faire avec le président Lissouba, l'a dit tout à l'heure Isaac, on ne peut pas le reproduire aujourd'hui. Pour quel intérêt? Si c'est pour les intérêts claniques, moi je n'y suis pas. Si c'est pour l'intérêt, entre guillemets, financier, je n'y suis pas. Donc c'est une posture historique qui devrait être un référentiel, comme a eu à le faire le général Moukoko dans l'armée lors de la conférence nationale souveraine. Et donc, c'est cela le véritable enjeu pour comprendre la posture de M. Okombi Salissa et se lancer dans une perspective historique. André Gomez, souvent dans le volet politique, vous intervenez très peu, puisque vous êtes la société civile, mais on se rend bien compte que finalement, cette crise, quand on a la liste, ce que dit Guy Mafimba, quand on entend Isaac Dumadi-Senga ou encore Jean Diabélébé, on est dans la politique pure. Or, on se rend bien compte que finalement, il y a aussi dans cet environnement politique des choses dont on a du mal à maîtriser. Est-ce que vous pensez, je réitère la question, est-ce que vous pensez que le volet politique, tandis que vous êtes dans un volet plus ou moins civil, mais est-ce que le volet politique n'est pas la clé de la situation actuelle quand on voit les enjeux et les hommes aujourd'hui qui en payent pour leur vie? Non, moi, comme je dis souvent, je vais essayer d'élargir le propos. Non, nous ne sommes pas seulement dans une nécessité que le politique le règle, mais plutôt dans une nécessité citoyenne de régler l'affaire. C'est parce qu'un certain nombre de Congolais, d'intellectuels congolais, de mamans, de paysans ont démissionné de la nation congolaise que ce chaos est possible. Et c'est aussi parce qu'un certain nombre d'acteurs de l'opposition, à un certain moment donné, pensent qu'ils vont triompher contre un con, que la situation reste bloquée. Non, il faut être capable aujourd'hui de se dépasser ensemble. Ça ne sera pas le triomphe d'un camp contre un autre, mais nous devons faire gagner le Congo. C'est pour cela que j'ai vraiment insisté sur le fait de lever l'immunité d'un député parce qu'il s'appelle Okombi, parce qu'il se serait présenté contre le camarade Sassou. Mais aujourd'hui, c'est le député Okombi. Mais ce précédent-là va nous poursuivre comme une malédiction et qui fera que demain, n'importe quel député, le député de 2025, de 2060, sera sous le coup de cette espèce de jurisprudence qui a été créée. Donc, cet arbitraire se transporte de génération en génération et des entrepreneurs haineux, tribaux, nous inoculent ce poison de génération en génération et nous, en tant que société civile, on est là pour mettre fin. On a décidé que, comme le souvent le dit, ça suffit. Donc, il faut que ce cycle de violence et des vengeances et des répétitions et des haines s'arrête une bonne fois pour toutes. Et la seule manière de l'arrêter, c'est le droit. Nous avons des textes, que disent les textes. Combien même je n'aimerais pas Guy Mafimba, que dit le texte? Et c'est pour cela que je vous avais promis de vous faire une révélation, parce que nous avons été taxés dernièrement d'anticholéra primaire et de propos assez peu amènes. Mais peu de gens savent, et je vais le dire, le 20 octobre et la période du référendum, quand M. Choléra est enfermé dans sa maison, encerclé par M. Sassou, nous montons au créneau, et dans les médias internationaux, et dans les lobbying que nous pouvions faire, pour qu'il soit libéré de cette situation, parce que nul ne peut être entravé. C'est pas parce que nous l'aimons, c'est pas parce que nous le détestons, c'est parce que nous défendons ce principe. Oui. Quand en mars, il est agressé à Dolisie durant l'élection, j'ai M. Kolela au bout de mon téléphone pour demander, grand frère,
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, informe-moi que je puisse faire le relais international pour en même temps te protéger, en même temps défendre ce principe de la libre expression de notre pays. Et donc, et même pour prendre le cas dernièrement sur M. Boukadia, nous l'avons défendu durant son emprisonnement, pas parce que nous l'aimons, pas parce que nous aimons ses idées, pas parce que nous sommes derrière lui, mais parce que nous défendons ce principe-là. Et en même temps, nous refusons d'être piégés, parce que M. Sassou veut nous piéger. De tels individus portant de telles idées haineuses mourront dans une prison sous le coup de M. Sassou dit Mboshi, c'est demain des haines qui vont encore se transporter de génération en génération. C'est des contenus historiques. Et nous ne voulons plus cela. Et donc, que disent les textes? Monsieur Okombi, député, n'a pas sa place en prison. Il n'a pas sa place en prison. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il n'a pas sa place en prison. Voilà. Okombi n'a pas sa place en prison. Isaac Djomali Sengham. Aujourd'hui, on voit très bien, par rapport aux différents aspects qu'on a entendus ici, c'est que la place du politique, elle est quand même là, elle est prépondérante. Et c'est sa voix qu'on entend un peu plus. Et c'est de lui qu'on attend les solutions. Or, le parti majoritaire qui est le PCT aujourd'hui est quasiment silencieux sur différentes propositions, que ce soit du dialogue, le PCT ne se prononce quasiment sur rien du tout. Vous, aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, si la position qui est la vôtre aujourd'hui au sein du parti, est-ce que la clé de cette affaire, de cette crise congolaise, n'est pas aussi dans les mains du PCT, en dehors du fait que Sassou décide de tout, il a tout le calendrier? Oui, le PCT est le parti majoritaire implanté dans toute la nation congolaise. Et il faudrait que les camarades du parti, s'ils se veulent réellement camarades, est-ce qu'ils sont du côté du peuple congolais ou ils sont du côté du pouvoir? Parce que si on est du côté du peuple congolais, on se dit, tiens, nous traversons une crise économique grave. C'est le peuple congolais qui va le subir. Dans ce cas-là, les camarades du comité central, du bureau politique et du secrétariat permanent doivent interpeller le président de la République et le gouvernement pour dire que nous sommes devant une situation grave et qu'on peut dénommer un crime économique. Quels sont les camarades du parti qui ont eu la gestion des choses de l'État, notamment en matière de finances, en matière économique, des choix politiques que nous avons faits? Et ces camarades-là, nous devons discuter au sein du parti. Donc là, il faudrait que les camarades du comité, la session du comité central de 2017 n'a pas eu lieu. Nous venons rien d'avoir que là le bureau politique qui, dans ses emphases lyriques, est en train d'appeler les gens. Mais non, ça c'est de la corruption morale. Donc la balle, nous lançons l'appel aux camarades du Parti congolais du travail, des camarades du secrétariat permanent. Ça ne sert pas que les camarades du secrétariat permanent aillent répondre à Guy Parfait Kolela qui a fait une déclaration qui ne va pas dans le sens où il doit encenser le gouvernement et le président de la République pour dire que oui, lui il a déclaré ça. Mais non, il faudrait faire la critique et l'autocritique et nous saisir réellement des choses. Nous avons, et ceci il faut toujours le rappeler, le 12-12-75, Marien Ngouabi a mis en cause le comité central. Il faudrait que ces camarades qui sont au sein du comité central se disent « Arrêtons-nous ». Ce que nous sommes en train de voir, c'est distraire dangereusement le peuple congolais. Il y a des gens qui se battent pour la conservation et le maintien du pouvoir avec les armes du peuple. Ce n'est pas notre problème. Nous avons des vrais problèmes. Le peuple congolais ne veut plus de la guerre, ne veut plus de violence. Ceux qui se sont mal comportés, ils doivent quitter le parti, ils doivent se remettre à la justice, ou à la cour de la République, notamment ceux qui ont géré les finances. On commence par les audits par l'hôpital général, mais on commence par là où il y a des recettes et ceux qui ont géré. Voilà. Donc le problème se pose au sein du Parti congolais du travail. Mais nous disons ceci, d'un point de vue historique, là où la loi a été rétroactive, dans l'histoire du monde, c'était sous le régime de Vichy. Donc durant l'occupation allemande. Et aujourd'hui, on ne pourra pas répéter ces choses-là. On ne va pas emprisonner de nouveau un député sans avoir enlevé son immunité parlementaire. Nous l'avons condamné, nous l'avons dit, ce n'était pas possible. On ne peut pas en arriver là. Il faut d'abord enlever l'immunité parlementaire de Kombi Salissa avant de l'emprisonner. Mais il y a un climat de terreur, il y a un climat de suspicion au Congo tel que tout le monde a peur de tout le monde et on n'arrive pas à parler. Mais il y a
M. Denis Sassou Nguesso a donné une chance aux membres du Parti congolais. Mais les juges ne doivent pas attendre le président de la République. Autant les membres du PCT doivent faire une saisine pour saisir Bouya, Ondongo, Firmin, Aïssa, tous ces camarades-là, mais qu'ils passent à la commission de contrôle. Et si possible même, le secrétariat permanent. Mais lui-même, le Christelle Nguesso. Mais Christelle Nguesso, Sassou Nguesso lui-même. Mais bien sûr. C'est le président de votre exécutif. Si nous sommes... Les voix s'élèvent contre nous. Et paraît-il, même dans les fiefs du PCT Angamakoso. Mais dans ce cas-là, on ne peut plus garder le silence devant des choses criardes comme ça. Donc, ce sont des situations politiques. L'argent rend silencieux. Et il faudrait... Non, c'est l'argent de la corruption. Oui, la corruption. Voilà, ça, la corruption des chairs et la corruption des consciences. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion, nous prenons ce courage de dire, nous savons qu'il y a des camarades courageux tels que Charles Boao, pour qui nous allons bientôt célébrer les 2 ans de Je récuse le 20 janvier, lorsqu'il recusait la remise en cause de la Constitution, pour dire que la situation allait être catastrophique. Et il proposait une autre sortie. Mais nous, on est membre du parti, c'est parce que nous avons investi un espoir au camarade Denis Sassou Nguesso. Et nous sommes d'autant plus déçus, d'autant plus que l'espoir était grand pour dire qu'il pouvait sortir la nation de la crise politique, sociale, économique actuelle en ayant une certaine humilité. Mais nous sommes devant une situation difficile. Il faudrait que chacun de nous, chacun des Congolais, chacun des membres du parti prenne conscience pour dire que nous devons sortir de cette situation. Non, je voulais également continuer un peu dans l'ordre d'idées que développe mon frère Isaac, pour dire tout simplement que autant nous sommes rigoureux avec le PCT, autant nous devons demander également aux autres partis qui sont membres de la majorité présidentielle de prendre leurs responsabilités. Autant les partis de l'opposition. Parce que par transposition, vous verrez que les problèmes qui sont vécus dans le PCT sont les mêmes problèmes qui se retrouvent aujourd'hui dans le RDPS, dans l'UPADES et dans le MCDDI. Ça veut dire que c'est un problème de culture politique. Est-ce que les partis tels que nous les avons construits, est-ce que les partis tels qu'ils sont animés, ceux qui sont à la tête de ces partis-là, est-ce qu'ils veulent véritablement accéder à la démocratie ou ils sont contre la démocratie? S'ils tiennent à ce que nous vivons une ère démocratique dans notre pays, mais il faudrait que le débat soit ouvert. Parce qu'il n'y a que seul le débat, un débat sincère à l'intérieur du parti, qui peut permettre à ce que le pays puisse sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Voilà ce que je voulais un peu ajouter par rapport à ce que oui, moi, je voulais juste souligner une chose. Sauf que le grand orchestreur de l'arbitraire, c'est M. Sassou lui-même. Et je suis désolé, moi je suis peut-être né un peu après, mais mes études historiques m'ont permis de remonter le fil. Mon sentiment profond et mon analyse profonde, c'est que non seulement l'arbitraire a été instrumentalisé par ce monsieur, mais en plus, quand il fait son discours, il dit au juge de le faire, c'est toujours avec des arrière-pensées. La justice sera instrumentalisée pour épurer. Et il commence par quoi? On commence par le CHU. Pourquoi? Parce que face à la mort des hommes, les gens qui sont dans la santé ont une sensibilité différente. Et c'est pour ça que Mme Ambiero, ayant fait cette tribune magnifique et qui mettait à nu la mafia dans la santé congolaise, qui est profondément liée à Mme Sassou et à Congo Assistance, ben, se retrouve, elle, au pilori, et tous ceux qui, derrière, essayent de faire ce travail pour dire le CHU a un problème, c'est eux qui seront sacrifiés. C'est-à-dire que même dans l'intention, on reste dans le slogan. Et le PCT nous a habitués au slogan creux. Au slogan creux. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons notre autosuffisance alimentaire. Nous regardons notre montre. 2025 s'approche, nous attendons notre émergence. Donc à un moment donné, il faut certes accabler l'homme Sassou, qui est un homme suffisamment haineux pour être détestable, mais accabler une culture politique, qui est aujourd'hui celle que nous n'avons pas réussi à faire. Le mur de Berlin n'est pas tombé au Congo-Brazzaville. Il continue à prospérer sur le lit de l'ethnocentrisme. Et nous, notre génération, et les générations qui sont conscientes, les républicains, doivent dire une chose.
non seulement il faut arrêter tout cela, mais à chaque fois repartir au texte. Nous avons combattu M. Sassou sur la Constitution, pas en disant qu'il était méchant, bon, mauvais, pédophile ou je ne sais quoi, comme beaucoup de gens racontent sur les réseaux. C'était pas ça notre propos, c'était que dit l'article 57 de la loi? Que dit l'article 58? Que dit l'article 185? Quand les Congolais sont incapables d'aller regarder que dit le texte, et regarder que disent les principes fondamentaux et tous les traités que nous signons, parce que le Congo passe son temps à signer les traités internationaux, et quand nous regarderons et quand nous appliquerons, ce pays sera une démocratie. Or, ils n'ont pas intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts cachés, parce qu'il y a beaucoup de contentieux historiques, il y a cette incapacité à dépasser et à dire le droit. Et donc, nous n'aurons pas de démocratie tant que le droit ne sera pas dit. Nous n'aurons pas de démocratie tant que même le PCT ne dira pas enfin le socialisme bantou, scientifique, communiste, que nous avons essayé, est une faillite morale. C'est une faillite morale constatée partout dans le monde. Et tant qu'on ne sera pas capable, y compris à l'UPADS, y compris à MCDD, de revenir sur ces choses-là... Ben, par rapport à dans ce registre-là, en fait, la posture, je suis arrivé à la conclusion, mais par rapport à dans ce registre-là, la posture d'Andro Kombi-Salissa au sein du PCT, des Boao et tous les autres. Mais c'est une posture essentielle, intéressante sur le plan historique. Pourquoi? Parce que ces postures ont créé ce qu'on appelle un Big Bang politique, ce que j'appelais un Big Bang politique. Le paysage politique aujourd'hui, regardez seulement ce plateau. Là, vous avez le PCT, là, vous avez ex-UPADIS, moi-même, je suis RDD, ça, c'est la société civile. Le paysage politique. La vraie société civile. La vraie société civile. Pas celle de Brazzaville. Donc, lorsque vous êtes dans ce registre, vous constaterez, monsieur Sir Marcoso, que le paysage politique congolais, inéluctablement, va changer en bien. Pourquoi? Parce que cette recomposition se fera sur des valeurs et des idées. Et raison pour laquelle cette tribune, elle est essentielle. J'ai parlé des enjeux d'une telle tribune. Il faudrait que les gens comprennent véritablement, lorsque un acteur politique pose un acte, il faut décrypter cet acte-là et regarder les conséquences de cet acte-là. Et ça nous permet aujourd'hui de regarder demain de quoi sera fait le paysage politique. Alors, Thomas Fimba, vous avez bien fait, je vais vous demander de garder la parole. Alors, pendant la campagne 2016, il y avait un homme qui avait la chance d'avoir un frère, c'est André Kombi-Salissa. Il faut quand même dire qu'il était candidat aux côtés de son frère, Guy Brice Parfait Kolela. Or, on reproche à Parfait Kolela de s'être tué depuis qu'il avait reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso, sauf qu'on a entendu aujourd'hui à Paris. Pour la situation du pool, ben, il s'est exprimé comme il pouvait, et on a très peu entendu par rapport à la situation de son frère, André Kombi-Salissa. Alors, Guy Bafimba, aujourd'hui, est-ce qu'avec les déclarations, les dernières déclarations de Parfait Kolela, est-il revenu dans la famille, finalement? Non, pour parler de ce lien quasiment fusionnel entre Parfait Kolela... de fraternité, parce que c'est absolument, parce que j'ai vécu ça. Oui. Entre Parfait Kolela et André Kombi-Salissa, il faut noter, en fait, je parlais tout à l'heure de la posture d'André Kombi-Salissa. Je tiens quand même à dire que en 97, nous étions en face. Moi, j'étais en face d'André Kombi-Salissa. Comme il est de Poto-Poto, moi, je suis de Poto-Poto, même si j'étais à l'extérieur. C'était la guerre de potage. Bien, quasiment. Donc, c'est une posture assez intéressante. Parce que nous sommes au sein de la majorité présidentielle. Moi, je suis un des acteurs majeurs, sinon l'acteur majeur du RDD. Donc, je vois comment les choses se passent au niveau de la majorité présidentielle. Je vois les relations entre André Kombi-Salissa et Parfait Kolela. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de créer un Big Bang au sein de la majorité présidentielle, de se détacher au sein de la majorité présidentielle et mettre en minorité ceux qui ne voulaient pas respecter l'acquis de la conférence nationale qui était l'alternance démocratique. Ce qui fait que M. Kombi-Salissa s'appuie sur Parfait Kolela. C'est lui qui s'appuie sur Parfait Kolela. Avec l'IDC viendra après. Ce n'est que la conséquence de ça. Voilà. Donc en s'appuyant sur Parfait Kolela, il fait comment on dit ça, d'une pierre deux coups. Non seulement il crée le Big Bang au sein de la majorité présidentielle, mais il casse cette instrumentalisation, on va dire, récurrente de M. Sassou Nguesso sur l'ethnie. Il faut le dire. Parce que c'est quand même Parfait Kolela, un leader ressortissant du sud du Congo-Brazzaville, et Kombi-Salissa qui est considéré comme. Et les deux étaient en face.
en 97. Ce qui revient à dire qu'on crée l'IDC dans cette continuité avec Blanchard Oba, avec Mampouya, avec Charles Zachary Barrault. Oui. Et lorsqu'on arrive quasiment dans cette ambiance de la mobilisation, de la sensibilisation pour le non-changement de la Constitution, ce duo est tellement visible. Même les autres leaders se posaient la question de savoir, mais pourquoi un tel duo? Et Okombi Salissa l'expliquait tellement bien en se disant, mais écoutez, si on veut contrer un homme qui veut instrumentaliser, qui veut faire de l'ethnie un fonds de commerce, faisons les choses telles que je le prévois. Alors, Guy Mafiba, allons un peu plus là. Est-ce qu'il n'y avait pas un deal caché entre Kolela et Okombi dans cette élection? Le deal, c'est comme l'a dit Andrea, le deal, c'était de faire gagner le Congo. Le deal, c'était de faire gagner le Congo. Oui. Le deal, je irai même plus loin. Et je crois qu'il faut sortir de temps en temps de nos réserves. Hein? Parfait, un homme comme Okombi Salissa, c'était pas en tant que Okombi Salissa qui était pour lui prédominant. Lui se disait, il nous faut réussir l'alternance démocratique de manière pacifique. Parce que moi, Okombi Salissa, j'ai vu les gens tomber, j'ai ramassé des cadavres. J'ai été actif, je ne veux plus revoir ça. Oui. Pour éviter la guerre, il faut faire en sorte que celui qui sera devant nous, parmi les 5, à l'époque c'était parmi les 4, oui, qu'il aille jusqu'au bout. Si je suis prêt à l'aider, je n'hésiterai pas. C'est pas la personne d'Okombi Salissa qui est primordiale, c'est celui qui va faire en sorte qu'on puisse faire cette transition pacifique. Et je peux vous dire, je termine là-dessus, il va certainement ajouter, oui, Okombi Salissa a joué de ses moyens pour financer, pour apporter de l'aide à M. Parfait Kolela. Raison pour laquelle la sortie de M. Kolela, je ne voudrais pas dire des choses méchantes, mais je dis tout simplement que ce monsieur, je pense qu'il devait repartir à faire le commerce. Ce n'est pas un homme politique. Un homme politique, c'est un homme de conviction. On est prisonnier de ses convictions lorsqu'on fait de la politique. Et ce monsieur a véritablement, entre guillemets, trahi l'idéal d'une génération. Et je pèse c'est un traître pour vous. C'est un traître. Parce que j'ai travaillé avec M. Parfait Kolela. Il le sait. Il est à Paris, il le sait. Moi, j'ai travaillé avec Parfait Kolela. Nous avons travaillé pour créer le Big Bang au sein de la majorité présidentielle. Et les prises de position qu'il a eu à prendre après les élections présidentielles, même avant, jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement le premier traître de la République. C'est le premier traître de la République. Et il a trahi l'idéal d'une génération. Alors, jeune Jimmy Lébé, c'était intéressant. Vous souriez par rapport à ce deal caché. Vous étiez sur le terrain. Parce qu'on a quand même vu, Guy Mafiba l'expliquait très bien, ce côté fusionnel entre Okombi, quand on le voit même sur les photos, les images qu'on a, il y a une complicité. Au dialogue de Diata, on les voit tous les deux en train de marmonner des choses. Pendant la campagne, on voit tout ça. Est-ce que finalement, cette fusion, on a bien vu que finalement les choses vont un peu plus différemment, mais est-ce qu'aujourd'hui vous dites que l'attitude de Parfait Kolela par rapport à ce frère Okombi a quand même quelque chose qui vous attriste, ou bien vous dites que c'est peut-être normal, on est en politique? Disons que je ne pourrais pas dire que c'est normal, mais je ne pourrais pas non plus aller jusqu'à dire que je suis triste. Je sais tout simplement, et je le constate, qu'il y a des trahisons politiques, mais je crois que s'il y avait un deal, et je pense qu'il y a eu un deal, c'est contre les deux frères, parce que le camarade Okombi avait l'habitude d'appeler Parfait mon frère. Oui. Je crois qu'il y avait un deal. Oui. Celui de vraiment de réussir une alternance pacifique. Parce que tous on savait que si l'élection s'est passée dans des conditions, les élections s'étaient passées dans des conditions les plus normales, que ni le président Sassou ne pouvait être en première position, c'était impossible. Donc, ceux qui pouvaient être en première position, il n'y avait que le camarade Okombi, sinon Parfait Kolela, et avec l'arrivée de Mokoko, certainement, le troisième larron, c'était le général Mokoko. Oui. Et en ce moment-là, le deal était que celui qui arrivait en première position, il bénéficiait du soutien des autres, puisque au moins pour une fois, on aurait réussi une alternance pacifique. Donc, et dès l'instant qu'on aurait réussi l'alternance pacifique, on créerait les conditions pour la reconstruction du pays. Voilà, donc je vais extrapoler parce que les politiques vont dire des choses un peu d'une manière que nous, les néophytes, on a du mal à comprendre. Donc, Parfait Kolela, président, Okombi Salissa, premier ministre, ou vice-versa. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est une Mais- hypothèse, c'est une hypothèse. Pourquoi pas? Mais C'est c'est une hypothèse normal. de travail. Lorsqu'on est, on est en duo, évidemment, on C'est se met normal. responsable de travail. Et d'autant plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous étions tous d'abord de la majorité présidentielle. Donc tous les deux, ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques Donc, pour c'était arriver. normal Mais bien entendu, Alors, c'était Isaac une stratégie. Dionissenga, quand on voit tout ça, on se rend bien compte que finalement, il y a des hommes qui sont là, qui ont un projet, qui pensent pour le Congo. La dernière sortie de Parfait Kolela, qui aussi qui a eu aussi un deal avec le PCT, si je m'en souviens bien. Parfait Kolela a dealé quasiment avec tout le monde. Alors comment est-ce que je vous apprécie, comment avez-vous apprécié cette sortie dans laquelle il reconnaît finalement la défaite de Denis Sassou Nguesso, que vous aussi vous avez rencontré. Donc il vous rejoint quasiment Isaac Dionissenga. Alors, en ce qui concerne les élections référendaires et l'élection présidentielle, Oui. un travail de fond a été fait par l'IDC Frocade, c'est-à-dire dans la maîtrise du corps électoral. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer que le département de la Likwala, c'est le département le plus peuplé du Congo avec 140 000 électeurs. Donc ça, je mets à défi certains membres du comité central qui ont voulu l'affirmer. Donc, j'en arrive dans mon explication pour dire que vu l'éparpillement des voix, vu le nombre des 9 candidats, aucun candidat, fût-il Mokoko, fût-il Denis Sassou Nguesso, ne pouvait gagner à 70 ou 60%. Ça, vous ne pouvez pas le démontrer mathématiquement et qu'on le veuille ou pas, les résultats sont là. Les élections libres et transparentes de 92 nous l'ont démontré compte tenu de la répartition des voix. Et c'est comme ça que nous avons eu Kolela, Lissouba, Sassou, et Sassou a été éliminé dès le premier tour. Il fallait des alliances. Donc dans le cas de figure des élections qui sont arrivées, donc si on avait la maîtrise réelle et transparente de la liste électorale, jamais Denis Sassou Nguesso n'aurait pu et ne peut gagner historiquement avec le pourcentage qu'il a. Et vu les conditions dans lesquelles ça a été proclamé, donc j'en arrive... Vous donnez raison à Parfait Kolela. Non, pas du tout. Ah bah écoutez, Pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. Puisqu'il a reconnu la défaite de Denis Sassou Nguesso non, pas du après tout. l'avoir adoubé. Non, pas du tout, pas du tout. Le jeu politique est fait du jour et de nuit. Ça, c'est le béaba de la politique. Hein, qui aurait su que M. Giscard d'Estaing et Chirac s'étaient rencontrés, ou Chirac avait rencontré la gauche pour battre M. Giscard, c'est maintenant, avec l'histoire, ça se révèle. Et ça se révélera plus tard. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ah bon, c'était ça, le deal qui devait passer premier et le deuxième, et qui serait le deuxième. Il y a ces choses-là. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Mafimba, aujourd'hui, on ne peut pas faire le procès de M. Okombi Salissa. C'est nous, le PCT, qui avons toujours gagné les élections de 2002 et de 2009. Alors, vous voulez le prouver à qui? Donc, il faudrait une certaine transparence. M. Parfait Kolela savait très bien que M. Sassou n'avait pas gagné. Le dire, on ne l'aurait pas tué. Le dire ne veut pas le dire... dire à Paris, c'est peut-être mieux. Le dire à Brazzaville, les gens l'ont dit. Ceux qui l'ont dit, les Boao et les autres, Oui, les mais il Mounari, était pas entendu. ils ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Lui, il a la liberté de sa circulation, donc il est compromis par rapport à ce qui a été fait avant. C'est par rapport à l'accord qu'il a eu dans le cadre de Frocade IDC. Donc, il n'a pas respecté cela, tout comme M. Tati Mabiala. Donc, ils ont trahi ce qui a été dit au préalable. Voilà pourquoi c'est là, ça vient, ils apparaissent comme des traites par rapport à un accord pris au départ. Oui. Ils ne sont pas traites par rapport à leur tribu, il faut dire ou aussi par rapport à leur ethnie. Vous avez signé cet accord. Bon, cet accord, peu importe. Monsieur, il a signé. Bon, mais non, il n'y a pas sa signature. Bon, il a signé avec une journée de retard, mais il a signé. Ben voilà, donc monsieur... Mais nous avons les archives. Monsieur Mafima est bien placé parce qu'il a été adjaté avec lui pour dire que nous n'étions pas à Brazzaville. Mais tout au moins, ce que nous avons, des listes que nous avons, et que historiquement ce travail se fera 100 ans, 40, 60 ans après, on aura, ah tiens, il y a eu les élections, parce que pourquoi on parle du Second Empire? 1848, 1851, lui, Napoléon Bonaparte, il fait son coup d'État en 1851. Mais on parle du coup d'État, voilà, du Second Empire.
Donc ça veut dire on est en 2018. On parlera quand on sera en 2075, on parlera de cette situation. Et voilà il y aura des archives des il y aura des archives. Voilà pourquoi nous parlons pour l'histoire. Oui. Nous parlons pour l'histoire. Donc voilà pourquoi il faut se dépasser. Dépasser la personnalité de M. Parfait Kolela, parce qu'il ne représente pas le pôle à lui seul. Le pôle va pôle nord, pôle sud, jusqu'à, voyez-vous. Donc nous parlons ici de l'avenir d'un pays qui a été hypothéqué. Oui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des mauvaises élections référendaires et présidentielles, qu'on n'a pas su se dépasser pour dire que nous mettons la nation au-dessus de tout, et nos égaux, on les fait taire pour pouvoir, surtout lorsque on a vécu une guerre de sécession, comme un peu les États-Unis, ce qu'on pourrait dire que la guerre de 97, où les Congolais, nous avons dit plus jamais ça, comme l'Holocauste ne devait plus se faire. Parce que notre travail, je le répète, doit être éducatif, notre travail doit être pédagogique, pour que les générations qui viennent là, aujourd'hui nous atteignons la soixantaine, ceux qui vont venir, ne répètent pas ces mêmes erreurs, ces mêmes fautes. Donc il faudrait que nous arrivions à donner, à insuffler un souffle nouveau, comme a dit M. Andrea, qu'on doit lire les textes. Dans les textes, il inscrit le crime économique. Nous sommes devant un crime économique. Où est passé l'argent des générations futures? On ne devait pas l'utiliser. Le président balbutie lorsqu'il répond à cette question. Ah, il est empêtré dans ses erreurs. Pour nous membres du parti, c'est très gênant. Et on ne peut pas dire le contraire. Ça veut dire que ces sous-là ont été dilapidés. Donc nous sacrifions ici l'avenir de notre pays. Les étudiants boursiers en Russie, boursiers à Cuba. Paraît-il que Perspective d'avenir, qui s'est situé au ministère de l'Éducation nationale, avait envoyé des étudiants. Donc c'est ça, ça dépasse notre petite personne, celle de M. Kolela. C'est l'avenir d'une nation qui est hypothéquée. Oui. Voilà pourquoi nous devons, en des tribunes pareilles, comme a dit M. Didier Milébé, il faudrait que chaque parti, il faudrait que nous ayons une réelle culture démocratique. Savoir se remettre en cause, savoir démissionner et savoir dire non, là je n'ai pas pu. C'est comme ça qu'on sera une vraie démocratie. Nous sommes 4 millions de Congolais. On n'est pas 11 millions comme les Cubains. On est 4 millions comme les pays scandinaves. Il ne faut pas attendre des années pour bien faire. Nous sommes à l'ère numérique, l'ère de la 3e révolution. Voilà. Je voulais juste compléter une chose. J'ai bien constaté le procès très sévère. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de trahison permanente ni d'erreur permanente, sauf pour les sots. C'est-à-dire, quand on est un authentique idiot, quand on est vraiment mal intentionné, on continue dans l'erreur et on refuse de revenir. Et c'est vraiment ce message que je veux donner aussi bien à M. Tati Mabela, aussi bien à M. Parfait Kolela, aussi bien à tous ceux qui sont encore dans la majorité présidentielle, qu'il n'est pas trop tard pour bien faire pour le Congo. Oui. On peut s'être trompé, on peut être, comme on dit, sincèrement dans l'erreur, mais il faut savoir en revenir. L'entêtement, l'arrogance ne mène à rien qu'au meurtre. Donc il faut féliciter Parfait Kolela d'être revenu. Il fait un premier pas, mais ce n'est pas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit que je l'ai appelé, j'ai son numéro personnel. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Il faut dire lui dire, M. Kolela, attendez. Il a fait félicitations d'André. Il a fait du collectif Sessoufi. Il a fait un premier pas. Oui. Le premier pas de reconnaître même qu'il y a des prisonniers politiques. Donc c'est déjà une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes au moment que Churchill disait dans ce vraiment. Que doit-il faire en plus? Justement, j'y arrive. Oui. Il y a des moments où l'histoire d'une nation dépend de très peu d'hommes. Et si la Royal Navy n'avait pas fait le travail de bombardement nécessaire, jamais l'Angleterre n'aurait pu résister à l'invasion nazie. Et aujourd'hui, un monsieur qui se targue d'avoir la majorité de partisans dans Brazzaville est incapable d'arrêter l'arbitraire. Il est non seulement traite vis-à-vis de ses propres parents qui sont massacrés. Vous voulez qu'elle arrête comment? Attention, mais justement, il n'a pas besoin d'armes pour le faire. Le simple fait, aujourd'hui, déjà de récuser que ça soit gagné, est un premier pas. Enfin, le récuser à Paris, apparemment, c'est plus facile. Mais c'est déjà bien. M. Axel Ndingamakana l'a rappelé. Mais ça, c'est pas grave. C'est l'arrogance dont je parle. Quel est l'intérêt pour ce politicien du PCT de le dire? Pourquoi narguer les gens? Qu'est-ce qu'il vise, si ce n'est que de générer les tensions? Il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui blessent inutilement. Pourquoi
blesser les partisans de Kolela dans une situation pareille? Pourquoi les humilier? Pourquoi ce besoin d'humilier autrui? Oui, alors, Parfait Kolela aussi dit que lui n'était pas là pour envoyer des gens à l'abattoir, puisque chaque fois... L'abattoir a déjà... Moi, je peux faire une proposition. Allez-y. Envoyer les gens. Il faudrait répondre avant de faire avant d'arriver au point. Non, on peut rétorquer sur cette fameuse insinuation de monsieur. Personne n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller à l'abattoir. Lorsque attendez, monsieur Sirakoso, et c'est même très gênant, et je trouve ça scandaleux de sa part. Lorsqu'il dit moi je suis un pacifiste, donc les Mokoko et les Okombi, ce sont des guerriers. C'est ça qu'il veut dire. Non. Par rapport à Okombi, c'est pas sérieux de dire comme ça. On a dit tout à l'heure, lorsque nous nous sommes engagés dans cette bataille de l'alternance démocratique, c'était pour arrêter l'arbitraire. C'était pour faire en sorte que le pouvoir comprenne qu'il est temps qu'on puisse avoir une gouvernance politique moderne. Maintenant, les conséquences, lorsqu'on vient en politique, raison pour laquelle je parle d'un commerçant, c'est pas un homme en politique. Lorsqu'on s'engage dans un mouvement politique, les conséquences que cela peut avoir, mais en tant qu'homme politique, il faut savoir les assumer. Je termine tout simplement. Lorsque, au cours de nos meetings, lorsque il chantait, parce qu'on l'appelait même le chef d'orchestre. C'est un peu comme ça que Baouna. Tawandazo. Lorsqu'on demandait à nos jeunes, Tawanda quoi? Donc là, il n'était pas collé là. Tawanda quoi? Il n'était pas collé là? Non, on n'est pas sérieux. On était tous à ce meeting-là. Et tous nous avons pris les responsabilités. Et je me rappellerai toujours de ce meeting à Pointe-Noire, le 15 octobre, lorsqu'on nous a tirés comme des lapins, on pouvait tous tomber. Les jeunes sont tombés. Et il ne peut pas, après, avec tout ce qui s'est passé dans le pool, venir dire, moi je ne voulais pas envoyer les gens à l'abattoir. Ça ne fait pas sérieux. Et raison pour laquelle je parle d'un deal qu'il a eu. Et comme il n'a pas respecté son deal, ou bien l'autre partie n'a pas respecté son deal, mais il se lance dans des déclarations fantaisistes, comme l'a dit l'autre rigolo du PCT. Et ça ne fait pas sérieux. Bon, mais moi, je disais que je pouvais faire une proposition. Allez-y, faites cette proposition, oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons que les institutions qui sont là, le Parlement et le Parlement, notamment l'Assemblée et le Sénat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on pense qu'on doit régler le problème, on doit inciter à ce que le président de la République règle rapidement le problème, et du pool, et des camarades qui sont emprisonnés aujourd'hui, mais on peut demander l'arrêt de la participation à l'hémicycle. Au niveau de l'Assemblée, comme au niveau du Sénat. Donc la question. Mais si le gouvernement, si le PCT est capable, mais si le PCT est capable. Il faut quand même dire une chose, je dis, votre proposition est belle quand on l'entend, mais sur la pratique, si les députés de l'opposition n'ont jamais proposé quelque chose, ils n'ont jamais été actifs pour qu'on dise, mais voilà, ils ont porté tes projets de loi. Mais raison pour laquelle c'est cette proposition que une partie de l'Assemblée nationale, à la limite, le PCT. Mais que le PCT assume, et au moins on lui aurait donné une possibilité d'assumer sa responsabilité. Mais raison pour laquelle nous faisons toujours la distinction entre l'opposition du pouvoir et l'opposition au pouvoir. Lorsque nous le disions, aujourd'hui nous avons la démonstration que ce soit Tati Mabiala, que ce soit Parfait Kolela, ils sont partie intégrante de ce que nous appelons le régime de Vichy. Ça se nomme, c'est un peu le régime de Vichy. Et donc, tôt ou tard, l'histoire qui est juge implacable, nous serons devant nos responsabilités. Et il faut les assumer demain. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce que tout un pays a été privatisé, pillé. Il faut qu'un jour qu'on réponde devant nos responsabilités. Alors, messieurs, j'aimerais bien que vous répondiez aux questions, à la dernière, puisqu'on arrive quasiment à la fin. Le week-end dernier, il y a eu un événement à Nice, sur une conférence, en parlant de restauration de la diaspora, une conférence sur l'avenir du Congo, avec des personnalités, sauf que les quatre ici, vous en avez été des grands absents. Alors, est-ce que je vous demande pas de vous justifier, mais de donner plus ou moins les raisons qui ont fait en sorte que vous n'y soyez pas, puisque vous comptez quand même parmi ces hommes qui donnent de la voix ici au sein de la diaspora. Commençons par monsieur Diomaye Senga. Le PCT n'y était pas convié finalement? Non, j'ai été personnellement invité. J'avais donné mon principe d'accord de participer à la conférence, à la rencontre de Nice. Mais j'aurais voulu au préalable, certains qui ont parlé de République du Nord, de République du Sud,
du Sud qui le recusent cette affirmation, qui disent non, on ne peut pas aller pendant la partition du Congo. Donc là, vous parlez de l'ancien... Je parle de monsieur Boukadia, et sur votre chaîne ici, j'avais dit que on n'a pas le droit d'emprisonner monsieur Boukadia pour ses idées, on doit le combattre et tout ça. Il est sorti des geôles de Congo-Brazzaville et il est venu, pas aucune déclaration des autres qui sont restés prisonniers politiques. Et tout à coup, je vais me retrouver avec lui à Nice, j'ai refusé. Et puis j'avais ce rendez-vous, j'ai préféré venir ici. Parler des préférés Jena TV. Oui. J'ai préféré, j'ai toujours assumé mes positions, n'en déplaise à certains. Oui. J'ai préféré être sur votre plateau, parler de la libération des journalistes. Vous, je vous reproche de ne pas mettre le logo de GIS, oui, qui doit défiler à tout moment pour dire qu'il y a un journaliste qui est arbitrairement emprisonné. Il est mourant. Donc ça me révolte. Alors Nokokumu qui nous entend, qui réalise cette image, je pense qu'on prendra. Et il faudrait. Mais vous êtes une télévision qui porte. Vous êtes la voix des gens qui sont sans voix. Oui. Et puis, j'ai dû remarquer que j'ai plus de 10 000 vues dans votre truc. Donc, ça veut dire que les Congolais arrivent à se relayer et arrivent à ça. Quant à Mafimba, il est connu. Quant à Andrea et bon, mon cher Milébé, on se retrouve, on n'est pas trop souvent devant. Mais quand nous venons, ça fait une année que j'étais là. Au mois de janvier, j'étais là. Et je reviens une année, je dis, il faut libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. On n'a pas le droit d'emprisonner les avocats. Même si on vient de libérer un avocat aujourd'hui, mais celui-là, il doit poursuivre l'État congolais. On n'emprisonne pas et on libère sans jugement, non. On l'a fait pour M. Yombi. On ne peut pas continuer ainsi. Mais on l'a fait pour M. Pika. Alors, on l'a fait pour M. Pika parce que, d'une part, il a la nationalité américaine. C'est pas parce qu'il est citoyen congolais qu'on l'a libéré. Et que ils sont libérés aussi parce que il y a une pression financière et économique en ce moment qui est là. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, contrairement à ceux qui demandent les lois de clémence. Non, ce sont des prisonniers politiques. Et leur place n'est pas en prison, comme dirait M. Kolela. La place de tous les leaders politiques n'est pas en prison. Ouais. Et si nous voulons honorer... Parfait Kolela, là, vous le rejoignez. Non, je ne rejoins pas Parfait Kolela. Non, je l'ai dit avant lui. Non, je n'ai rien de... C'est lui qui nous rejoint. Oui, c'était bienvenu dans la famille. Exactement. Et nous, pour honorer la mémoire... On les met sous garde. Sous quarantaine. Nous, pour honorer la mémoire de Marien Gwabi, qui a été emprisonné à la gendarmerie et à la maison d'arrêt. Et nous, pour honorer la mémoire d'Ambroise Noumazalaï et les autres, Mundelengolo, et tous les autres qui ont été emprisonnés à la maison d'arrêt, nous disons qu'il ne doit plus avoir un seul prisonnier politique, sinon de droit commun à la maison d'arrêt. Donc, au Congo, aujourd'hui, nous avons la plus grande prison. Nous disons qu'il faut permettre, ceux qui ont signé, ils veulent des accords du 23 décembre. Mais il faut donner des signaux. Les signaux, il faut qu'il y ait la libre circulation des hommes et des biens. Monsieur Boao, camarade Boao, il avait une conférence universitaire à Dakar, fin novembre, début décembre. Il n'a pas pu sortir. Pourquoi ne peut-il pas sortir de Brazzaville? Pourquoi ne peut-il pas aller honorer la mémoire de ses parents à Ifondo? Pourquoi Madame Ounari ne peut pas sortir de Brazzaville? Donc, ceux qui signent des accords, c'est à eux, nous les regardons. Puisque nous avons dit que ça doit se passer sous les auspices de la communauté internationale. Le gouvernement est à même d'appeler les Nations Unies, l'UNESCO, qui sont les représentants de cela. Voilà, nous avons un problème difficile. Donc, nous voulons que vous nous aidiez, autant que M. Mayor était venu à Brazzaville en 97 pour pouvoir prévenir la guerre. Donc, on peut dire, nous avons un problème. Aidez-nous à tenir un dialogue. On sort les prisonniers politiques. C'est pas négociable. D'accord. Voilà, c'est pas négociable. Voilà, donc aujourd'hui, une année de monsieur illégal de l'arrestation du député ministre Okombi Salissa. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais connu, on n'a jamais bu un café. C'est un membre du parti, comme les milliers des membres du parti que nous sommes. Voilà pourquoi. Sur question de principe, tout simplement, pas de prisonniers politiques. Donc, en ce qui concerne la personnalité de monsieur Parfait Kolela, je n'ai rien à dire, mais
concitoyens, compatriotes qui sont sur la table ont suffisamment parlé de lui et je pense qu'il y a d'autres leaders que je connais dans le pool, anciens et nouveaux. C'est pas le seul, hein. Et surtout que je suis contre cette histoire de transmission génétique de pouvoir. Alors non, je ne suis pas là-dedans, hein, moi. Très bien, on va maintenant entendre André Ngombe. On vous a pas vu à Nice alors que la voix de Sassoufi aujourd'hui compte. Je pense que c'est vous qui le dites. Mais les gens qui y sont auraient bien voulu arborer cette pancarte. Déjà, nous n'avons pas cette prétention de dire que nous comptons. C'est plutôt, nous laissons ça vraiment aux Congolais de dire, de voir le travail et l'efficacité. Pourquoi nous n'avons pas été à Nice? Déjà, nous sommes toujours dans une attitude positive. Si c'est par la rencontre de Nice que le Congo peut être libéré, nous applaudirons chaudement. Mais en termes de principe, et vraiment, c'est toujours que dit le texte. Parler de génome sud-Congo, pour nous, c'est proprement génocidaire. Et un homme qui, dans ses errements de pensée, va jusqu'à proférer qu'il existerait un génome sud-Congo par lequel on pourrait séparer un État, pour moi, est un individu extrêmement dangereux et qu'il faut neutraliser politiquement, citoyennement. Il est hors, pour qu'il soit justement, nous battons sur le caractère humanitaire. Nul homme ne peut être contraint à cause de l'idée à être en prison. Mais sur un point de vue purement citoyen, pour nous, M. Boukadia est hors de la République du Congo. Et il le dit lui-même dans une interview donnée en décembre 2015 sur un média qui s'appelle de la diaspora, l'aide de la diaspora, un truc comme ça. Il le dit lui-même que la question de départ de M. Sassou ne le concerne pas autant qu'il est président des gens du nord du Congo et que lui, il n'en a rien à foutre de cela. Enfin, peut-être qu'il en est revenu quand même. Non, mais justement, il en est revenu. Où est la trace? Monsieur Kolela, il organise une Monsieur Kolela, on est revenu, nous avons la trace. Oui. Et encore, il en est revenu, nous attendons les actes. Et c'est aux actes qu'on juge. Et donc, cette espèce de diperie, et nous disons toujours, nous l'avons dit aux politiques français, que ce soit M. Villepin, M. DSK, M. Macron lui-même, nous allons être une société civile exigeante et vigilante. Nous ne pouvons pas accepter qu'il va ripolliner son discours en parlant de République sans avoir reculé ses anciennes idées pour demain nous faire le coup de poker de 92 où dans les alliances tribales on va se retrouver à se tuer les uns les autres. Non. Et à la question d'aller à Nice, je dis bonne chance à eux. Bonne chance à eux. Nous sommes dans une démarche non seulement nationale, nous sommes dans une démarche où nous disons nous ne pouvons pas libérer le Congo sans le concours et la participation de nos frères, nos sœurs qui se battent sur le terrain. Et si eux n'ont pas beau chapitre dans de telles rencontres, ces rencontres sont nulles et sans effet. Mais je crois que la raison qui fait que je ne sois pas ou qui a fait que je ne parte pas rejoint un peu ce que dit André Ngombe. Parce que moi je crois que on n'a pas toujours intérêt à organiser des milliers de rencontres pour rien. Moi, j'ai été complètement déçu de voir que les espoirs que nous avons pratiquement mis sur les assises de Paris n'aient pas apporté des résolutions ou des solutions profitables pour notre pays. Moi, à l'époque, quand nous étions aux assises, j'avais estimé que les assises seraient une conférence nationale bis, où on intégrerait toutes les forces politiques au niveau de Paris, même le PCT. J'ai été tellement combattu, je n'ai pas compris pour quelle raison j'ai été combattu, alors que je croyais que c'était la démarche à suivre. J'ai trouvé que on n'a pas atteint cet objectif-là. Je me suis dit, bon, dernièrement, j'ai eu, pour la rencontre de Nice, une longue discussion avec le ministre Malika, et j'ai été convié. Mais après analyse et réflexion, j'ai estimé que ma place n'était pas là, je ne suis pas allé. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est Boukadia le renfouloir, finalement. Non. On ne peut pas faire une fixation sur un monsieur. Je ne suis pas parti. J'ai entendu Sud-Congo, le patron du Sud-Congo. Non, vous savez, on devrait quand même il a beau pérorer avec son histoire du Sud-Congo. Moi, j'étais à Brazzaville, j'ai passé 5 ans. Hein? On va mettre Boukadia là sur l'avenue, je sais pas moi, à l'avenue de la paix ou quoi, personne ne saura même qui est Boukadia. Si on vous met à Pointe-Noire, et si les gens sont intelligents, la dernière élection présidentielle a démontré la maturité des Congolais. Voilà. Les Congolais ont mis à la tête au premier tour quelqu'un qui s'appelle Mokoro, qui n'a jamais même un parti politique. Donc ils ont réagi par rapport à leur maturité. Donc pour moi, je fais pas une fixation sur ça. Si vous permettez, juste pour dire, parfait Kolela, si vous permettez, on le cite, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est venu à Paris pour nous entretenir et nous révéler des choses. Il a finalement dit que les deux premiers, c'était Mokoko et lui. Non, vous savez, sur cette question,
Je vous prends juste un exemple. Oui. Est-ce que vous savez que même le conseil technique que nous avons créé C'était- n'a pas eu tous les résultats de la partie nord? Non. C'est pour vous dire, on reviendra encore sur cette histoire de Okombi. Juste un point. Oui. Lorsque le président Okombi, lorsque M. Okombi accepte les résultats publiés par le conseil technique provisoire, il sait pertinemment que il a encore Une réserve. une réserve dans la partie nord, mais il met l'intérêt supérieur de la coalition, de la lutte, au profit des deux qui étaient promus. Très bien. C'est Alors, pour vous dire. revenons Donc sur la fameuse les- histoire de... Non, c'est pas une fixation sur M. Boukadia, pour moi. En tout cas, ça c'est pas ça la fixation. Mais c'est une nébuleuse, malheureusement. Nébuleuse, pourquoi? Les autres l'ont dit tout à l'heure. Les Congolais ont besoin de Ça clarté. m'a été présenté d'abord comme une histoire d'une conférence internationale où on devait associer Boukadia. Les autres l'ont dit assez. Je ne peux pas me retrouver dans une salle où il y a quelqu'un. Moi, je suis un enfant de Poto-Poto. Je suis un enfant de la ville. Donc, les gens qui viennent avec des histoires non, je suis quoi, c'est pas ma tasse d'été. Donc, j'ai dit à monsieur Maleka, avec tout le respect que je lui dois, je ne peux pas me retrouver dans une salle où on vient me vendre le fameux projet de la scission du Congo. Et secondo, la nébuleuse, lorsqu'il ça a muté à un colloque économique, je me suis rendu compte que c'était pas trop sérieux. J'ai dit au ministre Maleka, je ne pouvais pas venir. Il faut essayer de faire des choses. Comme l'a dit, le problème, c'est pas de multiplier les rencontres. Le problème, c'est d'avoir une méthodologie pour être efficace et libérer le pays. Voilà. C'est sur cette parole de libération qu'on va se quitter. Messieurs, encore merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Je rappelle donc que je recevais Andrea Gombe, Isaac Djomali Senga, Jean-Didier Milébé et Guy Mafimba dans le cadre de cet anniversaire triste de l'emprisonnement d'André Okombi Salissa, qui a été candidat à la présidence du Congo en 2016, qui a été député et qui aujourd'hui croupit depuis le 10 janvier 2017 dans les geôles de la DGST du côté de Brazzaville. Nous avons aussi abordé un peu d'actualité, tel que vous l'avez entendu. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumo Gaposo à la réalisation. Merci Alexis Passi, Anthony Mouyungi de Resta Mozenze et à vous aussi toujours plus nombreux. J'espère que l'année 2018 a bien commencé pour vous ainsi que vos pros. Je vous présente donc mes vœux les meilleurs pour cette année et Diana TV, je pense, continuera à vous présenter aussi le meilleur de notre actualité nationale et internationale. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.